Donc, bien le bonjour, on va pouvoir commencer la capsule. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une capsule qui est encore à l'Antiquité. Donc, pour ceux qui trouvent que ça commence à être un peu, comme dirait l'expression, toujours à revenir sur les mêmes concepts, c'est que vu que j'avais fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, ayant trouvé beaucoup de choses, je me suis dit pourquoi pas aller dans cette voie-là pour utiliser le plus possible ce que j'avais trouvé. Donc, j'aurais trouvé ça un peu dommage de ne pas le faire. Donc, on va y aller comme ça. Pourquoi l'idée préconçue sur l'Antiquité grecque? Ben, tout d'abord parce que l'Antiquité grecque fait beaucoup rêver. On sait qu'on a hérité beaucoup de choses d'eux. Donc, on peut y aller sans problème en allant vers la médecine, la culture, la philosophie, la politique, des connaissances modernes qui sont restées, donc évidemment pas toutes, mais elles ont pavé la voie pour, dans certains cas, une amélioration des connaissances que nous avons déjà sur notre monde, et pour d'autres, on est avancé à des choses qui fonctionnent très bien encore aujourd'hui, donc des principes et des méthodes qui fonctionnent encore. Donc, évidemment, qui dit culture très connue dit aussi fausse idée qui est reliée à ça. Donc, on va justement aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est au niveau de ça. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc, évidemment, l'avantage commun que j'ai à proposer, c'est que tout ce qu'on, grosso modo, ressort sensiblement de ce qu'on pense, ben, on y va rapidement avec une remise en situation et finalement de ne plus que le porter, c'est fausseté. Donc, pour commencer, d'abord, on va y aller avec la guerre. Donc, première thématique, on a entendu beaucoup parler de la guerre et évidemment, il y a beaucoup de sujets qui en font partie. Donc, avec ça, on va être capable d'aller dans les autres points et décortiquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la guerre et ce qui peut en découler. Tout d'abord, cette fameuse guerre de Troie. Donc, on a entendu parler du cheval de Troie, donc de la fameuse expression, donc aussi du talon d'Achille, parce que Achille aurait été à ce moment-là à combattre et serait mort à cause d'une flèche dans le talon, d'après l'histoire, bref. Et tout ça, c'est Homère qui nous raconte ça. Donc, jusqu'à maintenant, ça va. Le problème étant de croire que c'était une bataille qui s'est réellement passée. On se rappelle en fait que c'était vraiment une histoire tout simplement. Donc c'est une des histoires les plus célèbres d'ailleurs. Donc on se rend compte justement que c'est probablement quelque chose qui n'a pas eu lieu, ou du moins pas celle-ci qu'on s'attend et qui a été écrite. Donc, les historiens, eux autres, sont plus vers des vestiges qu'ils auraient trouvés qui pourraient expliquer la présence de la ville de Troie et qu'elle aurait pu, à un moment ou à un autre, être assiégée. Mais on est loin, mais loin de penser que ça a été fait selon la bonne vieille façon indiquée à travers l'histoire qu'on entend et qu'on a vu dans les films. Donc, c'est une discussion très homérique, comme dit l'expression, c'est une histoire, c'est même une légende. Donc, rentrer ça dans les mythes de l'Antiquité grecque, c'est la meilleure façon d'honorer cette histoire-là, mais ne la considérez pas pour argent comptant, parce que malheureusement, c'est une fausse route. Les guerriers spartiates. Donc, pour ce qui est des guerriers spartiates, très souvent, on a dit, oh, les guerriers spartiates, c'était des guerriers qui ne faisaient que se combattre. De leur temps de jeunesse, ils ne connaissaient pas les femmes, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, ils ne faisaient que combattre. Mais, ça ne fait pas des gens très équilibrés, me direz-vous. Et d'ailleurs, les Spartiates ont souvent été vus comme, grosso modo, une brute épaisse qui savait juste se battre et tout. Là, on va pas aller dans le film, s'il vous plaît, avec les abdominaux toujours bien apparents. C'est pas le type d'équipement qui fait qu'on peut très bien se battre ou du moins allonger ses chances de survie. Donc, on se rend compte justement que non, il y avait beaucoup d'autres passe-temps. En fait, oui, ils s'entraînaient beaucoup à la guerre. C'était des guerriers aguerris, donc avec beaucoup d'expérience, mais c'était pas juste ça la guerre pour eux autres, même si c'était d'une bonne partie. Ils ont des études militaires comme tout guerrier à cette époque-là, donc tenir en forme. Ils vont aussi aller beaucoup avec des activités, mais les femmes sont
de leur âge sont présents. Il n'y a pas une espèce d'isolement qui se fait où est-ce qu'ils doivent juste penser à la guerre 24 heures sur 24. Et ils ont aussi été capables de faire des choses culturelles comme chanter, danser, jouer dans des pièces de théâtre. Et évidemment, c'est pas tous les Spartiates qui mouraient au combat, et certains devenaient avec une certaine expérience très importante pour apprendre aux plus jeunes Spartiates à combattre. Donc, c'était pas obligé d'être pour eux une fin. Donc, c'était pas nécessairement non plus comme dirait l'expression, la terminaison de leur vie. Donc, rentrer dans le militaire, dans la guerre, l'armée, puis finalement juste mourir de leur belle mort. On est loin de ça. C'est des vies, oui, qui sont rudes parce que ce sont des guerriers, mais ils ont quand même, comme vous pouvez voir, eu l'opportunité de faire autre chose, et non seulement apporter une épée et transpercer leur adversaire. Parlant de guerriers spartiates, on va aller sur le troisième mythe et l'idée préconçue, celle de la bataille des Thermopyles. Donc ça, en grosso modo, c'est quoi la bataille des Thermopyles? C'est la fameuse bataille soulignée dans le film 300. Donc on se rappelle que dans le film 300, la situation à laquelle on se retrouve est une situation où les Spartiates doivent affronter une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux, justement dans les Thermopyles, pour bloquer. Donc beaucoup, j'ai entendu dire ça, on dit « ils ont gagné la guerre pour la Grèce ». Pas pour être avec vous autres, mais déjà on va décortiquer tout ça ici. Les Spartiates ont été vaincus. L'armée d'Exercès, même si ça a été ralenti, a quand même pu poursuivre son chemin. Mais ce que ça l'a avancé et aidé, c'est que pour la bataille des Thermopyles, c'est que ça a ralenti l'armée perse suffisamment, parce que l'armée perse a fait beaucoup de ravages, mais les Grecs ont utilisé la technique de terre brûlée pour justement essayer de pousser l'adversaire à un moment donné à affronter l'armée grecque au moment où l'armée grecque avait décidé de le faire. C'est donc pour ça qu'elle a préparé justement l'opération navale où elle a pu démolir complètement la marine perse et l'emporter. C'est là où est-ce qu'il y a eu une réelle victoire. Donc les Spartiates ont eu pour beaucoup à faire, mais les Spartiates n'étaient pas seulement 300, comme le fait souvent l'histoire ou le film. On se retrouve à une situation, en fait, ils étaient 7000, donc il y avait des renforts qui étaient présents. On n'enlève pas le courage des Spartiates et de ceux qui ont été avec eux autres, mais ils n'étaient pas juste 300 pour bloquer l'armée perse à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai mis un plan pour l'utilisation justement de comment ça s'est déroulé, à savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu continuer plus longtemps à maintenir l'armée. C'était que tout simplement, l'armée perse a décidé de contourner le blocage que faisaient les Spartiates puis leurs unités alliées. Donc, d'ailleurs, le plan est bien indicateur de ce côté-là, où est-ce qu'on se retrouve à avoir ici, en bleu, il est marqué que c'était les forces alliées grecques. Donc, souligne justement que ce n'était pas les forces spartiates. Donc, comme je vous dis, il y avait des Spartiates, mais il y avait aussi d'autres unités. D'ailleurs, j'ai la liste exhaustive ici, qui indique que il y avait 7000 personnes au départ, mais il y avait 400 Thébans, ou Thébanes, je ne sais pas comment on les prononce, 700 Thespiens et 80 Mycéniens. Donc ça, on a déjà la certitude de ça, mais que justement, au moment où ils ont commencé à combattre, c'était 7000 personnes plus les 300 Spartiates. Puis à la dernière, il était rendu 1400. D'ailleurs, sur le plan, on voit justement comment est-ce qu'ils ont été contournés parce qu'il y avait un autre chemin qui a pris du temps. Quand je vous dis, ça a à peu près duré 2-3 semaines, le ralentissement, qui a permis justement à la Grèce de se préparer à l'arrivée des troupes d'exercice, donc de l'armée perse. Donc ça ici, c'était plus facile à maintenir ici que la grosse armée. Donc ils ont dû tout traverser. Et là, après ça, ils se sont rendus compte que là, ils devaient, vu qu'ils étaient pognés, ont dû se placer sur la montagne la mieux placée, ou du moins le point d'élévation le mieux indiqué pour résister à l'attaque des deux côtés. Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que oui, ils ont été battus, mais on pu ralentir l'armée suffisamment pour être capable de placer les défenses de la Grèce pour, après ça, l'emporter
dans la victoire navale écrasante des Grecs sur les Perses. Donc, c'est peut-être autre chose qui pourrait être appréciable à discuter plus tard. On sort de la guerre un peu et maintenant on va sur le côté de la société. Donc la société, la culture et tout a beaucoup inspiré aujourd'hui des choses et justement tente de décortiquer et de se rendre compte de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai à ce propos-là. Donc, les femmes spartiates, on parlait des Spartiates, ben allons-y avec leurs femmes. Donc encore une histoire qu'on entend souvent, que les femmes dans l'ancien monde n'avaient pas de pouvoir du tout. Donc, dans certaines sociétés, c'était pas pareil. Donc, dans certaines sociétés, il n'y en avait pas, puis dans d'autres, il y en avait beaucoup plus. Donc, dans le côté, justement, des Spartiates, les femmes étaient très respectées. Donc, non seulement elles devaient être respectées, mais c'est parce que vu que les Spartiates étaient justement des guerriers, parce que c'était une société très militaire, ça arrivait que les hommes, très souvent, partaient pour des conflits. Donc, qui doit gérer à ce moment-là? Ben, la logique veut que ce soit les personnes qui sont restées derrière et qui sont capables de le faire. Donc, les femmes étaient très capables de le faire à l'époque et justement l'ont démontré quand même très longtemps, étant donné que Sparte a quand même été là un bon moment jusqu'à temps que Alexandre le Grand fasse le ménage, puis après ça que les Romains s'en mêlent, mais ça, c'est pour une autre histoire. Ici, c'est ça, c'est qu'en fait, Aristote s'est même moqué, en fait, des Spartiates puis de la société parce que les femmes avaient beaucoup de responsabilités et avaient même la capacité de posséder des terres. Donc, on s'entend que dans l'ancien temps, posséder des terres était très important, donc au niveau de son statut. Et si elles étaient capables, c'est que justement, elles avaient une responsabilité accrue sur peut-être d'autres sociétés à l'inverse. À considérer justement que on se retrouve donc avec des femmes qui peuvent non seulement s'occuper des enfants, mais être encouragées aussi à être intellectuelles et se familiariser avec les arts. Donc, d'être capable justement d'avoir cet apport qui n'était pas, comme on le considère justement, d'une société spartiate complètement abrutie et débile, qui ne faisait que se battre, crier en abdos. Donc, je vous rappelle justement le principe ici. Les abdos, comme dans le film, mettre une armure sur son corps, c'est beaucoup plus logique que juste de se la péter avec une tablette de chocolat ou un paquet de cibières. On s'entend, là, c'est réfléchissons. Donc, les femmes spartiates avaient beaucoup plus en termes au niveau société que dans d'autres mondes de la même époque. Ça, qui dit Grèce et grec de l'Antiquité va forcément tomber sur ce sujet, donc l'homosexualité. Donc, une histoire qui est bien répandue, donc à chaque fois qu'on fait référence aux Grecs, c'est toujours probablement des références qui ressortent les plus souvent, et qui est probablement quelque chose qui a très... comment je pourrais dire ça? A été beaucoup galvaudé dans le sens où est-ce qu'elle a été beaucoup exagéré, surtout au niveau du concept, en fait, qui en est ressorti. Donc, c'est surtout les Athéniens, en fait, qui sont visés par ça, mais à autre échelle, toutes les Grecs de l'Antiquité. Mais souvent, en fait, parce que à Athènes, il y a une assimilation du fait de aussi aller plus loin, d'aller chercher justement ce qu'ils considèrent la pédophilie, donc encore plus loin, c'est comme pas juste des hommes ensemble tout le temps. Déjà en partant, on s'entend qu'à la base, ça fait pas des sociétés bien fortes. Si tu veux être capable d'avoir une société qui se distingue et c'est que maintient dans le temps, faut baigner des enfants et les méthodes de fécondation n'existent pas à l'époque. Donc c'est impossible pour des personnes du même genre avoir des enfants. Donc sauf dans la méthode traditionnelle, si on peut maintenir l'expression. Ce qui fait que on a été à avoir à Athènes plutôt une très grande relation en fait entre un mentor et un apprenti. Donc c'est une situation et une question qui est compliquée. Je n'irai pas dans le détail puis je n'irai pas lancer des affirmations qui pourraient être complètement fausses, mais de ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup ce lien de mentorat-là en fait qui était maintenu. Donc, est-ce qu'il y a eu des histoires entre des mentors plus vieux puis
des apprentis plus jeunes, peut-être, je veux dire, je crois pas que je crois pas à une impossibilité ici, parce qu'on dirait que tout est dans une mince proportion plus ou moins large peut être possible, mais dans ce cas-là, c'était surtout en fait considérer une relation de mentor où un homme plus vieux pouvait apprendre à un plus jeune comment sa place dans la société. Donc, c'est pas en fait comme on le croit automatiquement un lien pédéraste. Donc, quelque chose justement qui se retourne à ce moment-là ou homosexuel. Donc, cette espèce de mentalité-là qui fait, puis de conception qui est très, très mensongère en fait. Là, comme je dis, en plus c'est facile un peu de se moquer de certaines personnes selon certaines idées qui sont préconçues. Donc, on va essayer de ramener ça un peu dans la réalité, puis s'assurer qu'on se retrouve pas à avoir des grosses niaiseries qui sont maintenues avec le temps. Donc, eh bien, évidemment, on entend surtout et souvent parler du théâtre. Donc, qu'est-ce que c'est que le théâtre réellement? Donc, pas seulement ce qu'on a entendu dire ou on croit qui a été indiqué du théâtre grec. En fait, le théâtre grec joue un plus grand rôle que l'on aurait cru. Oui, on avait des possibilités de voir les sociétés, justement, grecques utiliser le théâtre pour divertir, mais on se retrouve souvent avec des festivals qui ont des pièces de théâtre très très précises, à savoir que pour les comprendre, il faut que tu connaisses très bien le sujet. Donc, c'était très symbolique. Il fallait connaître le sujet pour être certain de comprendre la pièce. Et en plus de ça, il y a le mythique est souvent là-dedans. Il y a souvent des conceptions mythiques avec la Grèce antique, donc ça va en faire beaucoup partie. Et il faut considérer aussi que il va y avoir une participation du public. Donc, c'est pas juste une pièce de théâtre comme maintenant on les connaît, où est-ce que les gens regardent, vont peut-être applaudir, mais il y avait une participation active du public. Donc, et ce qu'il y a eu, c'est que justement, maintenant la comédie moderne, en fait, était beaucoup indiqué et sous-entendant au rite religieux et à l'honneur des dieux. Donc ça, c'est aussi une autre chose. C'était pas juste pour faire le petit comique comme maintenant ou aller sur du dramatique ou peu importe. Là, c'était vraiment mythologique et les rites religieux, donc l'honneur des dieux. Donc c'était beaucoup en rapport avec ça. Donc quelque chose de très important pour la société grecque dans son ensemble. À considérer aussi qu'il ne faudrait pas se tromper en disant que la Grèce était unie avec un seul, mais c'était souvent le rassemblement. La Grèce, comme lieu géographique, était principalement soit des cités-États, ou parce que c'était un climat difficile, ou du moins une géographie difficile qui faisait que c'était beaucoup des situations qui s'isolaient. Et d'ailleurs, Sparte, par exemple, était une monarchie, alors que Athènes, c'était une démocratie. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples de ces petits gouvernements-là un peu partout qui étaient selon leur propre sauce, parce que, justement, les conditions montagneuses de la géographie pouvaient parfois isoler les communautés, ou du moins rendre plus difficile l'accès entre elles. Donc, c'est pour ça qu'on a vu un peu plus fleurir des cités-États à ce moment-là. Donc, maintenant, les statues. Donc, en regardant cette statue-là, certains pourraient me dire « Hey, mais comment ça se fait? On dirait que c'est le Joker que dans le Batman de Tim Burton qui était peindre ses statues puis leur remettre la face plein de couleurs et tout. » Mais en fait, c'est que c'est pas tout à fait vrai. On a l'impression dans notre imaginaire collectif que vu qu'on a retrouvé les statues d'un blanc étincelant, tout était comme ça à l'époque, mais en fait, on s'est rendu compte maintenant avec les ordinateurs et tout que les statues en fait étaient peintes. Même chose avec le temple à Athéna, donc l'Aéropole, la métro, tout ça, tous ces temples-là étaient en fait tous peints. Donc oui, il y avait du marbre blanc étincelant, mais tout recouvert de couleurs qui rendaient la vie dans la ville beaucoup plus vivante. Donc il y avait beaucoup plus de choses visuellement à regarder. Et on a un exemple justement ici d'une statue qui a été
restitués et restaurés. Donc, c'est grosso modo ça, en fait, qu'il y avait à cette époque-là. Donc, des statues qui étaient colorées, non seulement bien faites comme ça, mais colorées, et les temples aussi allaient de cette façon-là. Donc, c'est juste parce que maintenant, la couleur est tombée à cause du temps, du soleil, des intempéries, tout ça. Donc, mais on se retrouve avec, en fait, des statues qui étaient criantes de vie, non seulement avec leur hyper réalisme, comme on peut voir, mais en plus de ça, avec leur couleur qui faisait justement rendre l'ensemble plus vivant encore. Donc, on se retrouvait pas dans des cités où est-ce que t'allais là 5 minutes puis tu devenais aveugle. On était loin, loin, loin de ça. Donc, on a des statues colorées, des temples aussi, à grandeur et à perte de vue, par exemple à Athènes, puis ça devait être encore plus beau que ça l'est présentement à visiter, j'en suis persuadé. Les Jeux olympiques. Donc, autre concept bien répandu, les Jeux olympiques. Donc, pour ceux qui sont moindrement au courant, c'est en fait justement dans l'Antiquité qu'on peut retracer l'origine des premiers Jeux olympiques. Mais c'est ça, c'est pas uniquement un moment donné où est-ce que quand la Grèce est tombée sous les mains de l'emprise romaine que les Olympiques ont arrêté. Au contraire, elles se sont poursuivies longtemps encore. Et ça a été en fait quand même dans l'histoire romaine très récemment en fait qu'on a vu l'arrêt en fait des Jeux olympiques. C'est la seule raison pourquoi, c'est qu'en fait il y a un empereur qui a décidé de terminer les Jeux olympiques. Donc l'annexion de la Grèce remonte à bien des centaines d'années avant l'établissement de l'année zéro avec le calendrier religieux chrétien. On se retrouve avec probablement encore environ 500-600 ans de Jeux olympiques qui se sont poursuivis. C'est quoi, 1300 à peu près, les conquêtes d'Alexandre le Grand, je me trompe pas, ou dans ces eaux-là, puis on se retrouve plus tard avec la conquête de la Grèce qui a suivi juste après, à peu près peut-être une centaine d'années plus tard maximum, et on se retrouve avec environ, comme je le disais, 500 ans d'années où est-ce que même sous domination romaine, la Grèce est encore le théâtre des Jeux olympiques. D'ailleurs, une des affaires que justement ont indiqué les créateurs de Astérix Obélix dans leur bande dessinée, c'est qu'à un moment donné, les Gaulois participent eux-mêmes aux Jeux olympiques. Donc, à savoir s'ils l'ont réellement fait, ça, c'est pas pareil, mais il souligne la présence des Jeux olympiques à cette époque-là. Et Théodose Ier, la seule raison pourquoi il a arrêté, c'est qu'il voulait en fait que la religion catholique, chrétienne plutôt à ce moment-là, parce qu'elle n'était pas catholique à cette époque-là, bon, on ne tombera pas dans les méandres, mais la religion chrétienne était déjà instigée comme la religion unique et officielle de l'Empire, ce qui faisait qu'il voulait que ces concepts-là un peu je dirais, plus anciens, qui étaient rattachés aux dieux, parce que c'était considéré un honneur de combattre, mais c'était aussi pour le faire pour le panthéon des dieux grecs. Et on se retrouve justement à un moment où est-ce que c'était uniquement pour s'assurer qu'il y avait un maintien, ou du moins d'accentuer le côté chrétien, le christianisme dans l'Empire. Donc c'est pour ça que Théodose les a juste supprimés. Mais Théodose a régné dans les années 300 après Jésus-Christ. Donc on est de 347 où est-ce qu'il naît jusqu'à 379 jusqu'à sa mort en 395. Donc on se rend compte que ça a quand même été un bon 500 ans facile où est-ce que les Jeux olympiques se poursuivaient. D'ailleurs, les Jeux olympiques, pour se maintenir là-dedans, en fait, étaient interdits aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller voir les Jeux olympiques. Et les hommes faisaient ça tout nus. Donc, flambant nus, pas de linge, et se mettaient de l'huile d'olive pour être plus attrayants. Donc, montrer les muscles et la belle forme physique qu'ils avaient. Donc, on se retrouve avec une société encore qui était beaucoup sur le paraître, l'entraînement et
porter honneur aux dieux avec, justement, les Olympiades, les Olympiques et tout ça. Technologie, donc on a beaucoup parlé, j'en ai glissé un mot au début en partie, au départ de la capsule. On se retrouve avec en fait une société qui nous a amené quand même beaucoup d'idées au niveau mathématiques, physique et tout ça dans une forme de base, mais qui fonctionne parfois encore de nos jours. Donc on a déjà pensé par exemple à Archimède, sa vis sans fin. C'est un concept qui est assez simple à produire et à reproduire, mais qui fonctionne très bien et qui est encore aujourd'hui utilisé pour de nombreuses utilités. Donc, dans ce cas-là, ici, on se retrouve avec une superbe machine qui a été retrouvée au début des années 1900 et on l'a en fait surnommé le mécanisme Antikythera, si j'ai la bonne prononciation, qui fait que cette machine-là, en fait, était capable de faire beaucoup de choses. C'était des cadrans qui étaient capables de s'incruster entre eux. Comme j'avais mis assez le plus détaché possible pour montrer qu'il y avait quand même des étages après ça, que c'était imbriqué ensemble et qui, en fait, étaient capables d'avoir des cadrans compliqués, donc et qui pouvaient se synchroniser, comme par exemple avec la Lune, le Soleil. Ils étaient capables de suivre le calendrier avec pour les Olympiques et tout ça. Donc, il y avait une possibilité de prévoir les choses tout simplement parce qu'ils savaient quand le Soleil allait se lever, quand est-ce que la Lune allait faire ses quartiers, donc ses phases lunaires. Donc, on était capable vraiment d'avoir beaucoup d'informations. Et on peut considérer un peu comme le premier ordinateur. Donc, parce qu'ils étaient capables de maintenir avec rigueur un temps. Donc, pourquoi ils étaient faits? On se rend compte qu'ils étaient capables de le garder. Donc, plusieurs exploits intéressants. Comme je vous dis, s'ils sont capables de garder les phases lunaires, les journées avec le soleil, qui va t'assurer de te dire quand le soleil se pointe le bout du nez, ou tout simplement avoir un calendrier efficace, c'est une grande découverte et une grande technologie qui a été trouvée là dans les années 1900. Et en fait, il y a certaines découvertes récentes qui attribueraient en fait cette construction à nul autre qu'Archimède. Donc Archimède, qui est un génie des maths, a quand même beaucoup donné pour le monde maintenant avec non seulement ses théories, mais ses objets qui nous sont maintenus. Même d'ailleurs, c'est un élément de légende lui-même en tant que tel parce que c'est un génie incommensurable. Donc, on se retrouve avec un autre objet qui serait peut-être de sa conception. Donc, là, on se rend pas mal au dernier point, puis c'est probablement, en fait, un des points les plus importants qui nous est resté de l'Antiquité grecque, mais c'est aussi un des concepts qui maintenant est quand même assez perdu, puis je vais pouvoir vous expliquer le pourquoi plus facilement. Pas une gorgée parce que j'avais soif. La démocratie. Donc, un bien grand mot que la démocratie. Donc, on se rend compte en fait que Athènes a pu, vu que, comme je le disais tantôt, il y avait des cités-États qui étaient passablement isolés géographiquement à cause du montagne, du relief escarpé, etc., ont pu expérimenter certaines idées politiques parce que leur société allait tendre vers une affaire. Comme je vous l'ai dit tantôt, Sparte, c'était une monarchie et Athènes était une démocratie. Mais c'est une démocratie qu'on considère probablement un des rares cas de démocratie directe. Et là, je tiens à souligner le mot démocratie directe parce qu'il y en a qui pourraient dire « Ah, ben là, ça n'a pas d'allure, il y en avait qui n'avaient pas le droit de voter, puis maman. » C'est vrai, je n'irai pas contrer que tout le monde avait le droit de voter et tout, mais dans les personnes qui pouvaient voter, elles pouvaient voter sur toutes les décisions qui étaient prises par le gouvernement athénien. Et là, ça, c'est la nuance la plus importante. Alors qu'on se fait taper les oreilles par des pays qui n'arrêtent pas de parler de démocratie, alors qu'une fois que tu as élu le gouvernement, tu n'as plus ton mot à dire sur rien du tout, alors qu'eux autres peuvent décider de ce qu'ils veulent faire pendant
un nombre d'années X, tout dépendant de quel système politique utiliser, la longueur de leur mandat. On considère qu'Athènes est probablement la partie du monde à cette époque-là qui était réellement la plus démocratique, au sens vrai du terme, parce que toutes les décisions auraient été votées par les gens d'Athènes. Donc, il ne se passait pas rien, à moins peut-être d'une situation extraordinaire, c'est pas impossible non plus. Puis, pour une époque, dans ce moment-là, où est-ce qu'il y avait des gouvernements, des systèmes beaucoup plus tyranniques, c'était probablement en termes de possibilités, justement, de démocratie, un fort dans cet univers qui pouvait parfois être très, très sauvage au niveau du gouvernement, mais il y a eu vraiment le principe que toutes les personnes qui étaient en possibilité de voter, quand je vous le dis ça, on fait la part des choses. C'est pas tout le monde qui pouvait voter, mais dans ceux qui pouvaient voter, ils pouvaient tous voter et choisir sur les décisions. Donc, ce qui va justement être possible de faire et qui va pas être autant utilisé aujourd'hui. Oui, on a des concepts où est-ce qu'on dit que c'est pas réel de faire, ou du moins ça serait difficile de faire voter, par exemple, des millions de personnes sur à chaque projet de loi, par exemple, ou de quoi, mais en même temps, tu te dis, il me semble que c'est la base même du principe. Alors qu'aujourd'hui, les gouvernements peuvent allègrement se cacher sous le bouclier démocratique et faire un peu tout ce qu'ils veulent s'ils sont certains de garder le pouvoir pendant toutes les années qu'ils sont au pouvoir. Donc, ça reste quand même un grand héritage de l'Antiquité grecque, mais en même temps, ça se retrouve à avoir été quelque chose qui a été utilisé par les gouvernements, qui est encore utilisé par les gouvernements de nos jours pour... il y a... cette innovation-là fait mieux passer la pilule pour certaines décisions quand on dit « ouais, mais les gens ont voté pour ». Et là, encore là, les démocraties sont différentes. Il y en a qui sont proportionnelles, il y en a qui ne le sont pas. Parfois, un gouvernement est représenté par quelqu'un que seulement 30% des gens voulaient voir là et pourtant il a le plein pouvoir du territoire. Donc, ça reste quand même des choses qui sont relativement contradictoires pour certains cas. Mais à la base même de la démocratie, c'était une démocratie directe avec Athènes, où est-ce que les gens qui pouvaient votaient sur tout ce qui se passait, comme je l'ai dit, à moins d'exceptions très spécifiques. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce sujet-là? J'ai pas l'impression. Parce que j'essaie vraiment de considérer l'idée comme étant très importante pour réussir justement à faire comprendre que c'était pas juste que du positif, mais en termes de démocratie et des gens qui étaient capables de se servir et d'utiliser ce moyen-là, ils pouvaient tous le faire. Dans cette proportion de personnes. En excluant évidemment d'autres classes de la société. Que, comme on dit, l'histoire c'est toujours en nuances, puis c'est capable de faire ces nuances-là qui permet justement de se rendre compte de certaines choses. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, si nous avions une société qui était vraiment de démocratie directe, alors tout le monde pourrait voter sur toutes les décisions que les gouvernements prennent. Donc, ça serait vraiment une société très spéciale, pas négative dans le sens, c'est vraiment très spécial. Ça serait vraiment très spécial de voir justement un peuple réellement choisir tout ce qui se passe et qu'est-ce qui le concerne. Donc, à voir si ça va se faire un jour, mais Athènes s'est rapproché le plus de tout ça, de ce côté-là, en permettant à ceux qui pouvaient voter de le faire sur tous les points évoqués. Dommage, comme je dis, de ne pas avoir vu Athènes faire voter tout le monde. Tout le monde. Mais dans la société grecque, il y avait aussi des esclaves, par exemple. Donc, les esclaves, ça a jamais vraiment voté dans la vie. Donc, comme on dit, une grande innovation politique, mais dans la pratique qui était assombrie par cette
par cette société qui ne faisait pas voter toutes les strates de la société. Donc, c'était ça, en fait, nos 10 idées préconçues sur l'Antiquité. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vais faire mon au revoir YouTube. Donc, si vous avez aimé ça et vous voulez en voir plus, mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner avec le support qui est toujours bien apprécié. Donc, on essaie de maintenir ça une fois semaine comme d'habitude. N'oubliez pas non plus d'aimer. Si vous avez une autre idée préconçue que vous avez découvert ou que vous pensez avoir quelque chose, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est toujours apprécié et surtout je peux y répondre. Donc pour le reste, je pense que je n'oublie rien. N'oubliez pas que sur Twitch, c'est tout en direct, donc si vous voulez faire participer directement au processus, vous êtes invité à le faire. Et puis pour le reste, je vais vous souhaiter une agréable journée et on se revoit bientôt. Donc à la prochaine YouTube.